Donc bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Battistini et Nicolas Markovic. Olivier Battistini, vous êtes maître de conférences émérite en histoire grecque à l'université de Corse, spécialiste de philosophie politique d'Alexandre le Grand et de Thucydide, et vous venez de publier une biographie de Platon. Nicolas Mirkovic, vous êtes essayiste et analyste géopolitique et vous présidez l'association Ouest-Est qui a pour mission de rapprocher les Européens de l'Ouest et de l'Est, sacré gageur vu des circonstances. Et vous avez publié en 2021 deux ouvrages, un ouvrage remarqué, hein, L'Amérique Empire, qui a été récemment réédité et augmenté, et ainsi que Le chaos ukrainien en 2023. Alors vous êtes tous deux en Corse au lendemain d'une conférence commune. Et donc je suis très honoré de vous recevoir sur ma chaîne. Et à mon sens, vous illustrez à merveille la rencontre de l'histoire antique et de l'histoire contemporaine. Et on pourrait se poser la question de quelles sont les leçons du monde antique qui pourraient nous permettre de relever les défis contemporains. Donc je me permets de m'adresser d'abord à Monsieur Battistini. Donc je tiens à évoquer très rapidement la sortie de votre dernier ouvrage, donc Platon, aux éditions Ellipse, donc une biographie formidable. Voilà. Donc j'ai pas tout lu encore, mais voilà, c'est dense. Platon, le philosophe roi, et donc vous mêlez avec brio l'histoire et la philosophie, avec une grande confiance quand même dans les capacités de vos lecteurs, parce que c'est comme d'un niveau assez relevé, et votre style est vraiment très recherché, très fluide, donc voilà, je tenais à vous dire le fond de ma pensée à ce sujet. Merci. Euh, et donc ma première question, Monsieur Battistini, est la suivante. Platon a exprimé donc, dans ses dialogues de sévères critiques envers la démocratie quand elle se transforme en démagogie. Et en quoi ces pensées, selon vous, sont-elles encore valables aujourd'hui dans ce que vous appelez l'extrême contemporain? Et j'aimerais d'ailleurs, pour nos auditeurs, que vous rappeliez un petit peu la signification de cette expression. Magnifique. Comme d'habitude, vos questions sont en harmonie avec l'intelligence des choses. Euh, Notre idée, et c'était au cœur de notre conférence hier, qui a été une sorte de chiam et responde, comme on dit en Corse, avec des correspondances, notre idée est de lire les Grecs et d'approcher l'extrême contemporain, c'est-à-dire non pas un présent figé, puisque nos contemporains s'imaginent que l'instant présent, par l'actualité, est figé. Or, pour Nietzsche, tout ce qui est actuel, à l'instant même où cela est, n'existe plus. On pense plutôt, c'est la lecture des Grecs qui le permet, observer quelque chose qui est en devenir, qui est en mouvement, un peu comme chez Héraclite. C'est ce que j'appelle l'extrême contemporain et ce que Michel Maffezoli appelle la postmodernité. Et mon idée donc, et c'est l'objet essentiel de ma rencontre avec Nicolas Mirkovic, qui est une rencontre qui aura des conséquences, à mon avis, belles, si j'ose le mot, puisque il est question de mettre en harmonie et la Corse et les terres d'Europe centrale, et la Serbie en particulier, qui a donné des exemples de choix guerriers et de choix nobles et de choix politiques passionnants. Dans votre question, il y avait non seulement une demande d'explication, et vous faites exactement comme Socrate, définissons de quoi nous parlons et nous pourrons donc en parler. Il y avait une autre étape, me semble-t-il, qui est en harmonie avec les choses que je vous ai dites, à savoir quel est le peuple qui pourra participer au sursaut qui est l'objet de notre rencontre. Lire les Grecs pour comprendre le contemporain, mais cette lecture implique une réponse, implique des conséquences. Et le peuple que condamne Platon, on a lu ensemble La Caverne, qui est une allégorie, où les ombres ne sont pas seulement des opinions, mais source d'erreurs. Et le peuple, là, n'est pas le peuple capable de débattre
parce qu'il s'arme d'une arme de guerre qui est le logos, le peuple qui est capable de débattre dans un lieu géométrique, puisque la cité se reflète dans le ciel des mathématiques, et que la géométrie permet de comprendre et le cosmos et l'univers politique, ce peuple-là, condamné par Platon, dans la caverne, c'est la masse. Ce n'est plus le peuple qui est capable de la philia dont parle Aristote, parce que il y a décadence. Et le philosophe roi, d'ailleurs, justement, lutte contre cette décadence nécessaire ou au fond ne fait que la retarder. Et je termine ma petite réponse en vous disant que chez Platon, c'est le gros animal que le démagogue flatte. Et c'est le cas aujourd'hui. Le peuple, dans le sens que je viens de vous indiquer, n'est plus capable de cette distanciation et de son sens critique qui lui permet de comprendre que les civilisations sont mortelles et qu'il faut peut-être agir pour que ce ne soit pas le cas. Et le gros animal, en réalité, je termine là-dessus pour ne pas être trop long comme d'habitude, et vous dire que le gros animal, en réalité, c'est lui qui domine le démagogue, qui n'est plus qu'un capitaine de pédalo. Très bien, merci. Alors, Nicolas Mirković, dans un autre domaine, on dira, je suis en train d'écrire un livre en fait consacré aux Grecs anciens et aux barbares, donc j'espère être édité. Alors j'ai donc mené des recherches assez poussées sur les Illyriens notamment et le protochronisme albanais contemporain. Et je me suis rendu compte en fait que les Américains avaient créé donc des universités au Kosovo qui sont devenues des foyers pour les thèses protochronistes, faisant des Albanais les héritiers directs des Illyriens. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet? Est-ce que vous avez déjà été assez sensibilisé à ce problème-là? Et quel est votre point de vue sur ces thèses? C'est l'école qui voudrait tracer un lignage direct entre les Albanais et les Illyriens, date à redire de la fin du 19e siècle et des idées qui sortaient de Vienne et d'Autriche. Parce qu'à cette époque-là, il y a toute la vision sur que vont devenir les Balkans. On sent déjà quasiment que l'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Il y a cette grande masse de Slaves, essentiellement Slaves, en tout cas au sud de l'Empire austro-hongrois. Et les Habsbourg commencent à faire flotter cette idée que les Albanais sont des Illyriens, ce sont les descendants du valeureux peuple illyrien. Et cette idée commence à irriguer le milieu intellectuel des Albanais. En 1878, à la Ligue de Prizren, les Albanais parlent donc du coup de la grandeur de l'Albanie, du fait qu'ils soient là depuis qu'ils aient toujours été là, et on parle souvent dans les milieux nationalistes albanais de cette descendance illyrienne où ils disent qu'ils sont descendants des Dardanais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves. C'est une possibilité d'un point de vue purement historique, on peut se dire, pourquoi pas, que sont devenus ces Illyriens qui ont quand même presque disparu de la nature, mais on n'a pas de lien, on n'a pas de preuves de ça. Donc on est encore dans la mythologie, alors c'est normal, on va rester sur la partie de la preuve. Des scolaires spécialistes, des Autrichiens du XXe siècle, du XXIe siècle même, Matzinger, par exemple comme Matzinger, disent qu'il n'y a pas de lien, qui sont des experts sur la langue, disent qu'il n'y a pas de lien entre la langue albanaise et ce qu'on sait de la langue illyrienne. Et un autre élément qui est assez intéressant, c'est que la plupart des mots maritimes de la langue albanaise aujourd'hui proviennent du grec. Or, si les Albanais avaient été un peuple autochtone, on peut imaginer qu'ils aient leur propre langage, leurs propres mots pour définir les éléments de la mer. Il y a je ne sais pas combien de mots pour définir la neige, ce qui prouve bien que dans la neige, c'est un peuple des montagnes, mais il y en a moins sur la mer. Alors, ce sont pour l'instant beaucoup d'hypothèses qui plutôt contredisent ce lien, mais pour l'instant, il y a un chaînon manquant sur cette descendance, mais c'est extrêmement important parce que cette lignée va être établie par des personnes qui veulent briser l'élan slave et l'élan des Balkans. Et ça a été utilisé par les Autrichiens contre les Serbes, et ça a été utilisé de nouveau par les Américains contre les Serbes, évidemment, pour dire que les Albanais sont ses descendants. Donc, la création du Kosovo, qui est un pays qui est complètement imaginaire, enfin, qui est une région où il y a un État, mais qui n'est pas reconnu par plus des 5/7 de l'humanité. Et on essaye de créer, c'est du nation building américain, en disant, mais si, vous êtes les descendants, cette terre vous appartient, même s'il n'y a aucune trace d'une langue du Kosovo, d'une histoire du Kosovo, ni cette fameuse lignée directe entre Albanais. Parce que si c'était le cas, alors on pourrait se dire jusqu'où
va l'irrédentisme albanais? Est-ce qu'il faudrait que l'ensemble des terres illyriennes reviennent aux Albanais? Enfin, voilà, on est dans du romantisme, on est dans beaucoup de mythologie. Et ce qui est nécessaire, parce que les Albanais, ce qui est nécessaire, qui est en partie nécessaire pour les nationalistes albanais, parce que l'Albanie a été indépendante pour la première fois de son histoire comme État souverain en 1912, au Congrès de Londres. Donc, il y a nécessairement, comme dans chaque État, une espèce une forme de mythologie, on veut essayer de se justifier, mais pour ces Albanais, c'est un peu plus compliqué parce que l'histoire est somme toute récente, même si le peuple albanais est présent dans les Balkans depuis des siècles. La création de cet État, parce que les Albanais n'avaient pas d'État avant, eh bien, est extrêmement compliqué. Et donc, du coup, voilà, les Américains ont profité de ça pour essayer de donner un petit peu plus de matière, un peu plus de consistance à la création du Kosovo et à la justification d'une espèce de grande Albanie, puisque c'est ça le sujet de fond. Il y a une grande minorité albanaise en Macédoine, en Monténégro, ailleurs en Serbie. Et donc, pour donner un petit peu plus de justification de ça, on a ressuscité cette thèse de l'ascendance illyrienne des Albanais. Merci beaucoup, Nicolas Mirkovic. Olivier Battistini, vous allez prochainement publier chez Perspective Libre un ouvrage, donc La guerre, un maître de violence. Et pouvez-vous justement nous en dire plus sur la pensée et l'action de la guerre chez les Grecs, donc vaste sujet s'il en est. Est-ce que la stratégie militaire et les conflits de la Grèce antique peuvent nous offrir des leçons pertinentes pour les conflits contemporains? Immédiatement. Évidemment, lire Thucydide, c'est au fond. Mon père disait qu'il fallait relire l'Anabase une fois par an. Ce sont des maîtres de guerre parce qu'ils sont maîtres des mots. Ils sont philosophes par les armes. Alexandre, vainqueur parce que élève d'Aristote. Ce qu'ils disent, il suffit de relire le dialogue des Athéniens et des Méliens, par exemple, pour comprendre que le fort dicte sa loi aux faibles et qu'il en sera toujours de même, puisque l'être humain n'a aucune raison de changer. Ce que dit Thucydide sera, son œuvre est un trésor pour toujours, sera toujours au cœur de la dialectique, puisque la cité grecque, dans ses rapports à l'autre, est en guerre, de la même manière que nous sommes en guerre avec nous-mêmes, et que le réel lui-même est une dialectique, une opposition des contraires. Les atomes sont que parce qu'il y a opposition entre le négatif et le positif. La guerre pilote l'univers comme la foudre, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit d'aimer ou de ne pas aimer la guerre. Il s'agit, pour comprendre le contemporain, de ne pas faire semblant qu'il y a une morale, qu'il y a le camp du bien et le camp du mal, comme ça a été le cas dans les guerres de Vendée, et comme c'est le cas lorsque Carl Schmitt dénonce la chose comme allant être la loi du futur. Il le dit dans la guerre discriminatoire en 1936, il y aura la disparition des nations, la tyrannie des grands espaces, et l'affirmation qu'il y a d'une part le camp du bien, et que les autres, par nécessité, appartiennent au camp du mal, c'est-à-dire qu'ils sont hors humanité, non humains, inhumains, et qu'il faut donc contre eux, non pas combattre, mais les éradiquer par les moyens les plus inhumains possibles. C'est extraordinaire. Ce texte me hante en ce moment parce que je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, parce qu'il est en écho avec ce que dit le terrible Thucydide. Ktema Essaei, mon œuvre est un trésor pour toujours. Il y a une loi de nature, et c'est la seule fois que le mot loi, parce que la loi est d'ordre politique, en réalité ce sont les ta fuseo salankaya, les nécessités de nature, qui fait que le plus fort l'emporte sur le plus faible. Or, aujourd'hui, les choses fonctionnent exactement de la même manière, sauf qu'on les cache par une sorte de pudeur obscène, par une sorte de mensonge criminel, derrière l'idée qu'il y aurait le camp du bien, par exemple, pourquoi pas l'Amérique Empire, et le camp du mal, imaginons cela,
qui serait celui de la Russie. Ça, Or, si vous observez les choses avec le regard d'un esprit critique, vous vous rendez compte que cette guerre qui a lieu en Europe, sorte de jeu d'échecs qui sert les intérêts de la puissance que je vous ai dite, on se rend compte que l'OTAN, qui n'existait plus, a été réinstallée pour les intérêts des Américains, et ils ont raison d'agir pour leurs intérêts, mais nous avons tort d'être coupés de ce qu'a été l'Europe, et l'objet de l'Amérique Empire, c'est justement d'empêcher que cette Europe ne... C'est tout simplement ce que voulait De Gaulle à une certaine époque, que la France soit au cœur de l'Europe la puissance qui est capable de parler avec les deux entités, les deux univers. Et aujourd'hui, tout cela est caché par des mensonges, et la Russie apparaît tout simplement comme la puissance qui est agressive, alors que, de la même manière que les Américains, lorsqu'il y avait des fusées à Cuba qui menaçaient leur espace vital, les Russes, avec une patience infinie qui n'a pas été celle des Américains, qui, au nom des droits de l'homme, ont balancé des bombes au Vietnam, en Irak, oui, et pourquoi pas aussi en Afghanistan et ailleurs, et même en Normandie, lorsqu'ils ont débarqué pour, paraît-il, nous sauver, mais ça a été le cas sans doute, mais ils agissaient non pas pour ce but-là, mais pour leurs propres intérêts. La Seconde Guerre mondiale ayant été gagnée à Stalingrad. À mon avis, je termine là-dessus en vous faisant donc remarquer que les Russes, qui depuis les tsars en passant par l'univers communiste ont toujours eu besoin d'un accès à la Méditerranée et toujours eu besoin, comme toute grande puissance dans l'affrontement des puissances terre-mer, d'avoir leur espace vital protégé, ont cru, non pas naïvement, mais parce qu'il s'agissait d'un accord oral, bien sûr, mais un accord qui prétendait, qui affirmait qu'il n'y aurait jamais de présence menaçante face au territoire russe, en face des territoires russes. Cela n'a pas été le cas, et les Russes défendent l'intégrité de leur civilisation face à un Amérique Empire qui n'a rien à voir avec la thalassocratie des Grecs, où il y avait à Athènes des Échilles, des Sophocles et des Euripides. Là, il y a des hamburgers et des commerçants. Ça m'offre une transition toute trouvée, justement, une question donc, pour Nicolas Mirković. Vous avez repris dans vos derniers ouvrages l'expression du piège de Thucydide, donc ça fait écho à ce que vient d'expliquer Olivier Battistini. Et je voudrais que vous nous expliquiez en quoi le conflit, on dirait global, entre un monde multipolaire et un monde unipolaire illustre ce piège de Thucydide, donc qui reprend aussi le titre d'un best-seller de Allison. Exactement. Donc, dans la pensée de Graham Allison, quand il emploie ce terme de piège de Thucydide, il analyse, je pense que c'est 13 ou 14 situations à travers des temps importantes où il y a une puissance émergente et une puissance établie. Et il se rend compte qu'au bout d'un moment, la puissance établie attaque la puissance émergente, elle prend les devants parce qu'elle a peur de la concurrence, elle a peur d'être dépassée. Et on est aujourd'hui dans ces pièges de Thucydide, non pas forcément dans les relations entre les États-Unis et la Russie, qui ne sont pas la puissance émergente, mais c'est plutôt entre les États-Unis et la Chine. Et on pourra avoir un débat sur cette notion de puissance émergente, parce que d'un point de vue économique aujourd'hui, le PIB en parité de pouvoir d'achat chinois est supérieur à celui déjà des États-Unis, et on voit que les Chinois ont tissé un réseau international assez important. Pour autant, en termes militaires, la Chine n'est pas encore au niveau des États-Unis. Et les États-Unis ont peur. Ils ont clairement peur de cette émergence de la Chine. Ils ont peur de ce qui se passe en Eurasie. On sait depuis très longtemps, Mahon l'avait dit dans les analyses de Spikeman, d'abord de Mackinder, puis de Spikeman, ils ont identifié que le centre de l'Eurasie, le Heartland, celui qui contrôlait le Heartland, contrôlait les destinées de l'Eurasie et présidait aux destinées du monde. Donc ce cœur de l'Eurasie, qui est aujourd'hui actuellement entre l'Europe centrale et surtout la Russie, est une préoccupation américaine depuis plus de 100 ans. Et on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que les Américains interviennent en Europe lors des Premières et Deuxième Guerres mondiales. C'est parce qu'ils ne sont pas venus pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Ça, c'est de la cosmétique externe. Ils viennent parce qu'ils ont peur que ce Heartland appartienne à une autre puissance et qui les exclut du jeu. Parce que ce que Spikeman et Mackinder avaient clairement vu, c'est que quand vous regardez une map monde,
Vous avez le continent eurasiatique, vous avez l'Afrique, vous avez là déjà 75% de la population mondiale, vous avez 75% des ressources naturelles identifiées à ce jour. Et ce que dit Mackinder, c'est que le Royaume-Uni, mais surtout les États-Unis, sont des îles. Ce sont des îles par rapport au cœur de la planète qui sont dans ce territoire. Donc, pour dominer le monde, parce que les États-Unis, n'oublions pas qu'ils ont une fantastique croissance, en quasiment un peu plus de 100 ans, ils deviennent la première puissance mondiale, de loin, avec quasiment un tiers de la production manufacturière dès le début du XXe siècle. Et donc, eux, leur objectif est vraiment de divide et impera, comme n'importe quel empire, et ils vont s'assurer qu'il n'y ait pas de puissance concurrente. Et dans les années 90, les Américains qui pensent avoir gagné, qui ont gagné la guerre froide, qui ont très clairement gagné la guerre froide, se disent il faut surtout qu'il n'y ait pas de rival. Et c'est la doctrine Wolfowitz qui a fait grand bruit quand il est sorti dans la presse, fuité par le New York Times. Les États-Unis disent on ne veut pas de rival sur le territoire de l'ex-empire soviétique. Ils disent également qu'il faut faire attention à ces régions-là. Ils disent tout de suite qu'il faut réarmer l'appareil militaire, alors que le monde est dans un état plutôt de paix. On s'attend à la stabilité. Les États-Unis disent qu'il faut implanter des bases, il faut regonfler l'armée pour être sûr qu'on contrôle. Donc ce piège de Thucydide est tout à fait réel aujourd'hui, sauf qu'il est en train de se refermer sur les États-Unis. Parce qu'ils ont tout fait pour isoler après avoir alimenté la Chine en ayant délocalisé et fait délocaliser, on va dire, les vassaux de l'Empire en Chine, en Asie, donc on s'est dépouillé de notre capacité industrielle, eh bien on a armé la Chine sans lire l'histoire de la Chine, qui est une vieille nation, qui a des racines profondes, qui a connu l'épisode des boxeurs, qui a connu l'ingérence occidentale, qui a la mémoire longue et qui comptait pas être l'usine de fabrication de nos baskets et de nos pullovers pendant longtemps. Et ils ont fait avec nous des contrats où ils prenaient une partie de notre savoir-faire et maintenant ils font leurs propres satellites, ils font leurs propres avions de chasse, ils sont en train de faire leur propre armée, ils sont en train de produire des puces électroniques de basse nanométrie. On part de 5-7 nanomètres, ils peuvent aller encore plus loin tout seuls. C'est une seule nation au monde qui pourrait faire ça. Même s'ils n'ont pas la technologie des Néerlandais et des Taïwanais, ils s'en approchent. Donc on les a alimentés et les Américains, je vais juste terminer là-dessus, aujourd'hui dans cette guerre directe avec la Russie, dont ils sont responsables, et Jeffrey Sachs, John Mersheimer, Michael Hudson, d'éminents spécialistes historiens américains le disent très clairement, les États-Unis sont responsables de la situation ukrainienne parce qu'ils sont derrière le coup d'État de 2014 qui a donné les rébellions du Donbass, qui a donné la guerre que nous connaissons aujourd'hui, guerre qui a commencé en 2014 mais qui a été amplifiée en 2022. Eh bien, les États-Unis ont cru qu'ils allaient pouvoir se débarrasser de la Russie en faisant ça, qu'ils allaient intimider la Russie. Et le contraire est en train de se passer, où non seulement la Russie contre-attaque, elle a pris l'initiative, donc elle attaque la puissance dominante, elle n'attaque pas l'Ukraine, elle attaque les États-Unis présents en Ukraine. Et derrière, elle a constitué des relations très fortes, stratégiques, avec la Chine, avec l'Iran, avec des pays d'Afrique. Récemment, on l'a vu avec la Corée du Nord, ce qui était exactement la mise en garde que Brzezinski avait établie dans Le Grand Échiquier, dans son livre sorti en 1997. Attention, il explique très clairement quelle est la stratégie américaine pour diviser le monde, la mettre en coupe réglée pour qu'elle soit sous influence américaine. Il dit qu'il faut faire attention à une seule chose, c'est de ne pas allier, alors lui il nomme la Russie, la Chine, l'Iran, parce qu'il dit ces trois pays, pour des raisons différentes, non pas pour des raisons idéologiques, pourraient s'unir pour éviter que il ne parle pas d'empire américain, mais pour que le rayonnement, pour que l'influence américaine se développe. Il faut à tout prix faire ça. Les Américains qui ont toujours réagi souvent réagi avec la force de l'armée. On dit aux États-Unis que quand votre seul outil est un marteau, vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, sauf que ça se retourne contre eux parce qu'ils ont eu affaire à des nations anciennes qui ont une vision sur le long terme, qui ont noué des alliances et qui se retournent aujourd'hui contre les États-Unis qui, en plus, et ça sera mon dernier mot sur cette question-là, n'ont jamais été dans une situation aussi d'intense et d'extrême faiblesse. Les Américains sont divisés contre eux. Ils pensaient qu'ils allaient contrôler le monde et détruire les États-nations. Or, on voit qu'il y a une renaissance forte de ces États-nations. Olivier Battistini, une dernière question pour terminer sur l'histoire antique. Quelque chose peut-être d'un peu plus poétique, je dirais. En quoi, d'après vous, le mythe de l'Atlantide, présenté donc par Platon dans le Critias et surtout le Timée, nous parle de géopolitique, et en quoi ça fait écho justement à ce qu'on vient de dire entre, on va dire, les puissances terrestres et les puissances maritimes?
une question remarquable au cœur même et en correspondance avec les propos que l'on vient de tenir. Je disais tout à l'heure que la guerre était omniprésente. D'un bout à l'autre de la vie, il existe toujours pour toutes les cités un état de guerre continuel entre les autres cités. C'est dans les lois de Platon. C'est extraordinaire. Et l'Amérique Empire, c'est évidemment un écho de la thalassocratie athénienne. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus le beau et le terrible, la vertu. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Le mythe de l'Atlantide a été inventé par Platon. Le vrai faux roman, à tel point qu'il n'y a pas longtemps encore, une escadre de sous-marins soviétiques cherchait au large de Gibraltar les vestiges de cette cité. C'est la puissance des mythes platoniciens. Le mythe, c'est un peu comme le poète, fonde ce qui demeure. Et le mythe de l'Atlantide est au fond un moyen pour Platon de combattre la démocratie qu'il méprise et qui pourrait ressembler à l'Amérique Empire. Parce qu'il condamne la thalassocratie athénienne parce qu'elle est pour lui vulgaire. Elle est liée à la techné, à la technique, et liée à la nécessité du commerce, qui pour un Athénien, et imaginez un Spartiate, quelque chose de condamnable, et qui est éloigné du beau. Et donc, c'est d'ailleurs, je ne sais pas si on en avait parlé hors antenne lorsqu'on s'est rencontrés à Paris il y a quelque temps, cher Benoît, c'est le résultat d'une longue conversation que j'avais eue avec Vidal-Naquet, qui était en train d'écrire dans Le Chasseur Noir ce passage sur le mythe de l'Atlantide. Et je cite toujours mes sources, l'interprétation que je vais vous donner est liée à la conversation que j'ai eue avec Pierre Vidal-Naquet. Platon invente une Athènes terrienne. Et c'est un écho avec finalement les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Une Athènes terrienne qui va affronter une Athènes maritime, l'Atlantide, qui est tellement au cœur de l'univers marin que l'Atlantide est une île et que la cité des Atlantes est au cœur même de l'île, dans une sorte de mer intérieure, qui communique avec la mer extérieure par des canaux étranges. C'est digne d'un roman de science-fiction, c'est splendide. Vous savez, quand on lit Platon, on ne peut pas s'arrêter de le lire. Et donc, l'affrontement a lieu entre deux puissances guerrières, une terrestre et une maritime, et qui sont toutes les deux fondées sur la constitution de la Callipolis. Mais une entre en décadence plus vite, car elle est liée à la mer et au commerce. C'est une manière pour Platon, une fois de plus, de condamner la démocratie, mais je précise, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais il s'agit du peuple de l'oclocratie, n'est-ce pas, de la masse, et non plus du peuple capable de penser le politique, parce que la géométrie permet justement de tisser les équidistances et entre les citoyens et leur univers politique. Et donc, ce mythe permet aujourd'hui de démontrer que nous n'avons pas tort, Nicolas et moi, de penser que, avec la lecture des Grecs, on peut comprendre l'extrême contemporain. Oublier l'opposition entre le bien et le mal, oublier les mensonges et les hypocrisies, constater le réel, quitter la caverne de Platon et regarder les dialectiques d'aujourd'hui avec le regard que je me permets de vous proposer. C'est-à-dire que l'Amérique Empire, elle aussi, cependant, c'est, je crois, dans le livre de Nicolas Mirkovitch,
est elle aussi condamnée à une décadence. Le philosophe roi qui, lui, sait la hache des mots, sait les paysages en arrière-plan des concepts, parce qu'il a contemplé le soleil des idées, lui est capable de regarder le réel. Ce que nos contemporains parfois mal conseillés, la désinformation étant une arme de guerre, le viol des foules étant au cœur du politique dans les ouvrages de science-fiction et dans le réel que nous affrontons, eh bien, l'Amérique Empire, condamnée à la décadence, le regard de Platon, tout cela est au cœur de la géopolitique contemporaine, me semble-t-il. Les civilisations sont mortelles et au fond, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut aimer ce que jamais on ne verra deux fois. C'est Vigny qui disait ça dans le Trésor, la maison du berger. Et c'est la raison pour laquelle un sursaut est nécessaire, je pense, à un moment ou à un autre. Il faut faire en sorte que cette lecture ne soit pas vaine. Et notre compréhension, c'est pour ça que les correspondances entre l'analyse d'un géopoliticien contemporain, à savoir Nicolas Mirkovitch, et le vieil helléniste que je suis, eh bien, peut être source de joie, d'intelligence des choses, et en Corse, pourquoi pas avec un peu d'énergie, d'une rencontre avec la Serbie et quelques pays de l'Est de l'Europe, on peut peut-être imaginer un espoir. Merci beaucoup Olivier Battistini. Vous voulez rajouter un dernier mot, Nicolas Mirkovitch, éventuellement ou Je ne pourrais pas plus souscrire à cela, que c'est exactement le but de ce qu'on fait, c'est de faire, on est à un moment critique. Vous savez, la crise, c'est à la fois étymologiquement, à la fois le moment de crainte, de désespoir, et puis c'est un moment de création. C'est un moment aussi pas de se projeter dans le néant, mais de se projeter intelligemment. La France est une vieille nation. La Corse, c'est un vieux peuple. Donc du coup, on a, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, toutes les solutions, toutes les ressources nécessaires pour répondre à ces problèmes d'actualité, de se projeter non pas dans le néant, mais se projeter dans l'avenir et de construire. Donc on ne peut pas juste appuyer sur un bouton et faire marche arrière et de se dire comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ces situations où la France a perdu de sa souveraineté, où la France est devenue un vassal des États-Unis, où il y a la guerre en Europe, où il y a la guerre au Moyen-Orient, où il y a des tensions dans le monde entier avec une économie qui n'est pas tout à fait en lambeaux, mais qui traverse une crise, elle aussi, extrêmement grave. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre, tirer l'enseignement du passé pour reconstruire quelque chose qui est dans notre intérêt? Parce que ce dont on oublie de parler souvent, c'est quel est notre intérêt? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde multipolaire, comme vous le disiez dans votre première question, qui est là? Il sait pas quelque chose on ne pourra pas faire contre. Vous savez, les sanctions qui sont appliquées contre la Russie aujourd'hui, le centre Wilson des États-Unis dit que les sanctions sont appliquées que par des pays qui représentent 16% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a 84% de la population mondiale qui continue à faire du commerce avec la Russie. Et là, le FMI, la Banque mondiale annonce que la première puissance économique européenne aujourd'hui est la Russie. Et nous sommes en train de projeter l'envoi de soldats ou de faire la guerre et on gaspille des milliards pour la Russie qu'on n'a pas pour l'école, pour les universités, pour la médecine, pour la justice, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait pour d'abord sortir du prisme on va dire des informations, on va dire, qui sont pas la réalité? Comment est-ce qu'on fait pour se replonger dans le vrai? Comment est-ce qu'on sort du monde des fake news et de la propagande qui est propre à chaque camp dans une guerre, mais qui est particulièrement prégnante aujourd'hui en France? Comment est-ce qu'on fait pour s'extirper de ça, croiser les différents domaines politiques, géopolitiques, social, histoire, pour établir une plateforme de reconstruction d'une société, d'une politique qui va servir nos intérêts? Si on croit encore à la France et si on croit que c'est à travers la France qu'on va pouvoir établir la stabilité et la paix, en tout cas pour nous, comment est-ce qu'on fait pour le faire? Et je pense que cette démarche qui a été entreprise par Olivier Battistini est salutaire, parce que c'est comme ça, c'est en piochant dans le passé et en travaillant sur l'actualité qu'on va trouver les solutions. Et après, évidemment, il faut s'engager, il faut y travailler, il faut se proposer quelque chose de concret. Mais je me réjouis de cette initiative corse de la part d'Olivier Battistini, qui était très intéressante pour nos secteurs de recherche respectifs. Et aussi peut-être avec un peu de travail, on va pouvoir convaincre d'autres personnes, d'autres secteurs de se joindre à nous pour réfléchir à la sortie de crise. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter, peut-être. Volontiers. Je ne sais pas si
il faut toujours des symboles, n'est-ce pas? Symbolein en grec, c'est-à-dire, vous savez, quand deux amants se quittaient, ils cassaient un tesson de terre cuite. Et quand ils se retrouvaient, symbolein. C'est-à-dire que les deux tessons reformaient l'unité perdue. Dans le banquet de Platon, il y a le mythe de l'androgyne, vous savez, et de Paradise Lost, dont parle plus tard un poète anglais que je ne détestais pas. Le symbole, c'est ce qui permet, au fond, chez Swedenborg et chez Balzac, de faire des correspondances. Et nous sommes en correspondance, Nicolas et moi, nos idées convergent vers une compréhension de quelque chose qui est de l'ordre du tragique. Thucydide a commencé la guerre du Péloponnèse et il savait que cette guerre serait la plus grande de toutes. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque pour moi le politique, c'est bien sûr la parole, mais c'est aussi d'anticiper. Je ne sais pas si les hommes politiques d'aujourd'hui, dans l'Europe occidentale en tout cas, sont capables d'anticiper et de saisir qui était l'objet de votre question tout à l'heure, ce qu'est l'extrême contemporain, c'est-à-dire le devenir. Il suffit de lire Brodel pour savoir ce qu'est la longue durée, n'est-ce pas? Et donc, puisqu'il s'agit de symboles, voici un texte qui s'appelait Alcibiade, écrit par Messner dans les années 1700 et quelques. 1789, je crois qu'il est sorti, ce livre. Et un certain Bonaparte a lu ce texte. Je vous le résume, évidemment. Mais ce sera bien sûr malhabile, mais je ne veux pas... Parce que le texte est relativement long, mais les mots, je crois à l'alchimie des mots, à la puissance des mots, sont magnifiques dans ce texte. Et Bonaparte a souligné. C'est l'affaire de Trésus, un tyran. Trésus, qui pourrait très bien être un des personnages de notre théâtre de marionnettes, là, puisqu'il s'agit de désinformation, armes de guerre, du viol des foules, de la propagande, etc., etc., et surtout de la négation des faits. Et vous avez remarqué ma sobriété, je n'en dis pas plus. Trésus est incommodé par le désir de liberté de ses citoyens. Et il décide, peut-être le politiquement correct, n'est-ce pas? Et certains cordons qu'il ne faut pas franchir, mais bon, restons discrets. Trésus est incommodé par le désir de liberté de ses citoyens. Et il interdit toute conversation publique ou particulière. Il n'est plus question de parler. Ce qui, en terre politique chez les Grecs, est chose étrange. Et ces citoyens se conforment à cette décision et ils ne parlent plus. Mais ce qu'ils font, c'est exactement comme nous trois là en ce moment, nous nous regardons. Et dans les regards, dans le mouvement des yeux, dans un petit haussement de sourcils, dans un sourire qui suggère une complicité, dans un regard sombre, dans une petite lumière qui vibre quelque part, ils disent beaucoup de choses. Et peut-être indiquent leur mécontentement devant cet univers tragiquement sombre, qui est celui où on empêche les gens de penser, de parler, de critiquer, d'échanger. Le tyran apprend la chose, est fort, mécontent, et interdit tout regard, interdit toute mimique, interdit tout sourire ou toute crispation, toute possibilité même de suggérer. Les citoyens se conforment à la prise de décision, mais il y en a un au milieu de l'agora qui se tient debout
et qui se met à pleurer. Il est rejoint par tous les autres citoyens qui, au fur et à mesure, occupent le centre, le lieu politique par excellence, et se mettent tous à pleurer. Trésus envoie ses satellites, qui sont mis à mort par le peuple qui se révolte brutalement, et qui met en pièces le tyran en question. Rassurez-vous, je n'appelle pas à la révolte, mais j'appelle à un sursaut. Et c'est pour ça que Nicolas et moi, nous sommes en Corse et que nous avons prononcé hier une conférence commune où il a été question de choses de cet ordre, conférence organisée par Mossa Palatine avec l'autorisation de Nicolas Battini, qui, lui aussi, a pris conscience que l'Europe aux anciens parapets que chantait Arthur Rimbaud est menacée, une Europe issue, comme le disait, je crois, peut-être un général d'il y a quelque temps, d'une culture grecque et latine, pardon, d'une civilisation grecque et latine et d'une culture chrétienne. Et cette Europe-là, moi je suis, avec Nicolas, on est un tout petit peu amoureux de cette Europe. Et on veut en parler avant qu'elle ne soit plus.